Bonjour, bienvenue au 10 minutes juridiques avec le cabinet avocat Landry Associés par VK. On va parler continuité écologique des cours d'eau dans quelques secondes, mais tout de suite, les brèves. Avec un arrêt intéressant du Conseil d'État sur le versement à un fonctionnaire territorial d'une allocation temporaire d'invalidité pour accident de service dans un certain nombre d'hypothèses. La question aussi de la possibilité, qui est ouverte depuis 2003, d'avoir des mineurs dans un certain nombre d'activités, et notamment les sapeurs-pompiers volontaires. Un syndicat disait non, mais c'est contraire au travail des enfants et aux règles de sécurité, à un certain nombre de normes internationales. Ce qui est intéressant, c'est que le Conseil d'État, en rejetant cette requête, a précisé la valeur en droit français de toute une série de normes internationales relatives à l'enfance et ou au travail. Et puis le travail, c'est aussi celui des préfectures, et les missions prioritaires de ces préfectures ont été fixées par un document un peu référentiel pour la période 2022-2025. Travail aussi des forces de l'ordre qui deviennent parfois un service d'ordre pour certaines grandes manifestations sportives, culturelles, etc. Est-ce que l'État peut imposer le recours payant, et au besoin dans certains cas sans contrat, à ces organisateurs de manifestations culturelles, sportives et autres? Dans certains cas, oui, nous dit le Conseil d'État, 11 mai 2022. Jurisprudence moins claire en revanche sur le droit des contrats. Vous savez ce qu'est la jurisprudence Xabage. Quand j'ai un acte individuel, que je le notifie pas ou mal, j'ai un délai indicatif d'1 an, à partir du moment où les gens sont au courant de la prise de la décision, pour attaquer cet acte. Il y a des cas où cette jurisprudence ne s'applique pas. Mais est-ce que ça s'applique ou pas en contentieux contractuel? On avait des réponses pour l'instant contrastées d'un certain nombre de juridictions. Voici ceci d'ailleurs à l'écran. Eh bien, l'ACA de Marseille apporte sa pierre à cet édifice un peu baroque en nous disant si, dans un certain nombre de cas, pas tous, s'applique cette jurisprudence Xabage, même en contentieux contractuel. La loi 3DS avait prévu que l'on pouvait étendre les domaines où on peut donner sans procédure des biens mobiliers à des associations ou quelques autres organismes non lucratifs. Ce régime a été donc étendu dans ces domaines comme dans les personnes pouvant le faire, notamment au profit des collectivités, par rapport aux régimes antérieurs. Un décret est intervenu pour préciser tout ça, confirmant notamment le maintien du plafond de 300 € en la matière. Plus conséquentes sont les sommes d'autres biens qui sont les biens qui avaient été acquis par l'État dans la perspective de la création des villes nouvelles, essentiellement dans la décennie 70 et début 80. Eh bien, ce foncier, petit à petit, continue d'être donné à des aménageurs ou à des collectivités, on en a encore pas mal. Eh bien, un décret du 11 mai vient de déconcentrer les prises de décision en la matière. Autre décision relevant de l'État désormais, c'est la mise en place de l'encadrement expérimental des loyers prévu par la loi Elan 2018, la version antérieure de ce régime ayant eu connu quelques heurts et malheurs juridictionnels. Eh bien, le Conseil d'État, le 10 mai, a validé la mise en place de cet encadrement, en termes de procédure comme de fond, tel que ça avait été fait à Paris, Lille, Plaine Commune et Est-Ensemble. Tout ceci répond à un objectif de coût de la vie et de mixité sociale qui se retrouve aussi, comme chacun sait, dans les réflexions et dans les dispositions, surtout de la loi SRU. Oui, mais il y a des exceptions à cette loi SRU. Eh bien, ce régime d'exception à la loi SRU a été d'abord réformé par la loi 3DS, mais surtout affiné par un arrêt intéressant commune de Mérinville du 10 mai 2022 du Conseil d'État, et dans un certain nombre de ses composantes, y compris les relations avec l'État, mais aussi entre communes et EPCI. Relation complexe aussi, c'est celle de la responsabilité de l'État pour indemniser les villes qui ont été victimes de dégradations commises par les Gilets jaunes. Je vous ai dit il y a un petit mois que le Théâtre de Toulouse avait donné des fortes indemnisations en la matière. Maintenant, c'est au tour de Théâtre Paris d'indemniser la ville capitale. Donc à suivre et à mettre en œuvre le cas échéant assez vite pour des raisons de prescription. La rue Cambon, de son côté, s'est penchée sur les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, PETR. Et la Cour des comptes leur dit vous devriez soit devenir des syndicats mixtes avec une composition élargie, ce qui est un peu très proche de l'existant en réalité, soit fusionner vos membres et devenir des communautés ou des métropoles élargies, diable, soit, à la limite, si vous ne faites que vivoter, devenez donc des associations. L'État a répondu à cette opinion, ce référé de la Cour des comptes, avec une position mi-hostile, mi-d'attente. Et puis, grosse actualité en matière d'eau, et notamment de qualité des masses d'eau,
La France devra mettre ses SDAGE à la page à la suite d'un arrêt portant sur un point assez précis de la CJUE du 5 mai 2022. La classification des cours d'eau, de toutes les masses d'eau, a été refondue par un arrêté du 19 avril 2022, qui était au JO uniquement du 11 mai, c'est comme ça. Et les programmes de surveillance en la matière ont été modifiés par un arrêté du 26 avril 2022, également au JO du 11 mai. Et puis surtout, il y a la décision du Conseil constitutionnel du 13 mai 2022 sur la continuité écologique des cours d'eau, mais ça on va en parler dans quelques secondes dans notre grand dossier. Et puis les mini-brèves, que voici. Mais passé dans le grand dossier, la continuité écologique des cours d'eau sera-t-elle enfin, un jour, un long fleuve tranquille? À la base, les cours d'eau et d'une manière plus générale les masses d'eau sont au cœur de très nombreuses problématiques. Conflits d'usage entre les mondes touristiques, agricoles, l'eau potable, les enjeux écologiques, les associations de pêche, les utilisateurs de moulins ou autres ouvrages d'hydroélectricité, etc. La restauration de la continuité écologique de ces cours d'eau est un enjeu majeur pour un grand nombre d'observateurs, ce qui est contesté par un certain nombre d'autres, avec chacun ses analyses et ses scientifiques. Bien. En droit, c'est assez compliqué aussi. Ça cumule les dossiers loi sur loi à faire, les déclarations d'intérêt général, les déclarations d'utilité publique. Donc on est sur un domaine d'une très grande complexité, mais aussi correspondant à la confluence d'enjeux tout à fait majeurs. Et ces domaines ont donné lieu à beaucoup de remous juridiques, avec un grand nombre de cas, notamment dans le cas des droits de prise d'eau, et notamment des moulins, de censure par le juge de ce qu'étaient les positions de l'État, consistant à restaurer la continuité des cours d'eau, même quand il y avait des droits de prise d'eau. On sait désormais clairement que ces droits de prise d'eau ne se perdent qu'en cas de ruine de l'ouvrage, pour l'essentiel, et ça depuis 2019. 2019, justement, après un certain nombre de censures par le juge, correspondent à un moment donné où, par une circulaire technique et un décret, le 3 août 2019, l'État a cru apaiser les choses, avec un régime particulier sur les cours d'eau méditerranéens et donc des cours d'eau à fonctionnement atypique, et surtout une réforme du régime de l'article R214-109 du Code de l'environnement sur la définition des ouvrages. Le 15 février 2021, le Conseil d'État a censuré une partie des dispositions de ce décret, mais uniquement sur le fait qu'il y avait un régime par défaut sur des équipements en lit mineur quand on avait une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm. La loi ensuite du 24 février 2017 a voulu préserver le patrimoine hydraulique que constituent les moulins à eau. Il y a eu de nouveau ensuite donc des contentieux avec un arrêt intéressant du Conseil d'État du 31 mai 2021 qui confirme qu'il faut avoir une interprétation large parce que c'est ce que veut le législateur, des exonérations au profit des moulins hydrauliques, même ceux qui ne seraient pas en conformité avec ces obligations. Donc, on arrive à la jurisprudence telle qu'elle s'était à peu près figée il y a un an et que j'ai essayé de résumer ici avec des analyses au cas par cas et les services de l'État qui ne sont pas fondés. Et du côté de l'Union européenne, il y a eu à peu près en parallèle, en décembre 2021, un projet de restauration de 25 000 km supplémentaires de rivières, de tout obstacle, mais sans ventilation par pays. Et de toute manière, ça n'est qu'un tout petit pourcentage de l'ensemble des cours d'eau sur le territoire de l'Union. Le Sénat, de son côté, a travaillé pour essayer de nouveau de dire qu'il faut apaiser les débats sur les questions de continuité écologique des cours d'eau, là aussi en 2021. Sur le terrain, les problèmes restent assez délicats. Il y a des contestations de curage même quand ceux-ci sont manuels. Et on a un certain nombre de difficultés que j'ai essayé ici de résumer. Et puis il y a eu la décision du Conseil constitutionnel du 13 mai 2022, 991. La question posée était la suivante. Le régime des moulins à eau équipés et qui bénéficient de cette prise d'eau antérieure à février 2017 est-il constitutionnel? Est-ce qu'il y avait une rupture d'égalité? Eh bien non, nous, des conseils constitutionnels, classiquement, il a admis qu'on n'était pas dans la même situation au regard de la nature, de l'environnement, de la production hydroélectrique, et donc on pouvait faire des traitements différents. Donc le droit sur ce point reste stable. Sur tout ceci, question à un expert. Nous avons la chance d'avoir avec nous Claude Miqueux. Claude, je te remercie d'être avec nous. Bonjour Eric. Première question, le Comité national de l'eau, dont tu présides le groupe de travail réglementation, est en train de
travailler sur ces questions. Comment ces travaux se passent-ils? Tout simplement une volonté commune de se retrouver après le vote de la loi, c'était fin 2021, et nous avons ensemble constaté trois choses. Premièrement, des désaccords toujours présents entre deux sensibilités, d'un côté les moulins, les hydroélectriciens, de l'autre côté la Fédération de pêche et la Fédération nationale de l'environnement. Deuxièmement, malgré ces désaccords constatés, une volonté de reprendre le dialogue. Reprendre le dialogue au niveau national, reprendre le dialogue dans les bassins. Troisième constat, une volonté partagée de rentrer dans le concret d'une déclinaison territoriale et puis surtout, désormais, de travailler davantage sur une connaissance partagée. Et qu'est-ce qui est clair en droit et qu'est-ce qui l'est moins? Ce qui est clair, c'est en bleu. Il y a là une définition qui a été bien prise en compte par les acteurs. Un ouvrage doit être géré, entretenu, équipé. Très bien. Ou bien aux fins de production d'énergie. L'énergie hydraulique est installée dans les cours d'eau. Troisièmement, il y a une nouveauté qui a causé pas mal de soucis, celle d'interdiction désormais des effacements de seuil pour les moulins, tant bien entendu que les seuils agricoles, les seuils pour l'eau potable, les seuils pour les plans d'eau touristiques ne sont pas concernés par cette disposition de l'article 49. Cette impossibilité claire d'effacer pour les seuils des moulins, elle est dans le texte. Néanmoins, la lecture nous a amené à vérifier un vocabulaire peut-être pas toujours très clair après la rédaction issue du débat parlementaire. Remise en cause des usages, qu'est-ce que ça veut dire? Potentiel, définition, en particulier pour les moulins à eau, deux mots qui méritent d'être clarifiés, et puis équipement des ouvrages. On sait bien sur le terrain qu'il y a des équipements différents et qui sont appréciés de façon tout à fait différente. On a prévu des bilans triennaux, ce qui n'est pas tout à fait nouveau, des nouvelles procédures de conciliation, ce qui l'est plus. Est-ce que c'est joli ou est-ce que c'est utile? Cet article 49, puisque c'est de lui dont il s'agit, c'est que nous aurons désormais deux bilans triennaux. Un premier bilan sur la conciliation, et entre parenthèses, qu'est-ce que c'est que la conciliation? Et nous aurons ensemble à définir sans doute ce concept qui est un peu fumeux pour l'instant de co-construction. Nous avons des acteurs sur le terrain qui veulent co-construire. Les services instructeurs de l'État, de l'OFB ou des agences, l'Office français de la biodiversité, disent que ça n'est pas forcément leur culture, leur héritage dans le fonctionnement administratif. Donc, conciliation à mettre en place, amiable, dit le texte. Au bout de 3 ans, on regarde ce qui s'est passé. Et puis, deuxième bilan triennal, quelle incidence de ce nouveau texte sur la production d'hydroélectricité? Un certain nombre d'échéances approchent, et voir ici à l'écran, je crois que tu veux du concret et des applications localisées sur la base de livrables clairs. Ces livrables seront confiés aux acteurs locaux pour qu'ils aient du concret, des solutions, des retours d'expérience pour essayer de se parler autrement, de s'écouter autrement. La loi est la loi sera appliquée, il n'est pas interdit de l'appliquer avec un zeste d'intelligence et de concret local. Bien, merci beaucoup, au revoir Claude. Au revoir, merci. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques. Parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.